Chers collègues, veuillez excuser les membres du bureau. Nous avions un rendez-vous avec l'Association des banques de France et ça a duré quelques minutes de plus. Mais je suis sûr que la réunion retombera dans chaque groupe avec les représentants qui étaient présents. Bien, mes chers collègues, avant l'examen du traditionnel rapport d'information, d'abord, bienvenue, content de vous retrouver, pour commencer, puisque c'est notre première réunion de commission depuis la rentrée. Voilà. Et même si vous l'avez constaté dans l'agenda qui vous a été proposé, il y a eu des petites évolutions, mais je les ai faites en fonction d'abord, ça a été le premier point de l'avis du Haut Conseil des finances publiques sur la question de la loi de programmation qui m'a obligé à reporter du 20 au 25 le débat en commission sur la loi de programmation. Et ensuite, à la demande auquel j'ai agréé évidemment, des rapporteurs sur des différentes missions qui devaient être présentées, qui m'ont demandé quelques jours de délai, que j'ai évidemment accordé. Bien. Avant l'examen du traditionnel rapport d'information sur l'application des mesures fiscales, nous avons à désigner deux nouveaux rapporteurs spéciaux. Pour le rapport spécial Affaires maritimes de la mission Écologie, Développement et Mobilité durable, qui était précédemment rapporté par M. Michel Lozana, je suis saisi de la candidature de Mme Christine Decotz, qui a rejoint notre commission cet été et à qui je souhaite du coup la bienvenue. J'espère que j'ai bien prononcé. Merci beaucoup. Pour le rapport spécial Enseignement supérieur et vie étudiante de la mission Recherche et Enseignement supérieur, qui était précédemment rapporté par M. Thomas Cazenave, puisque nous avons la fierté d'avoir donné un ministre en tant que commission, dont le mandat est clos, je suis saisi de la candidature de M. Charles Sissenstuhl, qui n'est pas nouveau, mais qui se retrouve avec mission. S'il n'y a pas d'opposition, je propose qu'il en soit ainsi décidé. Pas d'opposition, il en est ainsi décidé. J'en profite également pour saluer également l'arrivée du coup de Mme Alexandra Martin, qui succède à Thomas Cazenave comme député de la Gironde et membre du coup de la commission des finances. Bienvenue, chers collègues. Le rapporteur général Jean-René Cazeneuve va maintenant nous présenter le rapport d'information sur l'application des mesures fiscales. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue aussi dans cette première réunion d'une très longue série qui va nous amener jusqu'au 31 décembre de cette année. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que nous allons pouvoir travailler ensemble le plus sereinement possible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de renouer avec une tradition du travail du rapporteur général du budget. Ça n'a pas été le cas l'année dernière pour la raison d'élection. Et je sollicite ainsi de votre part l'autorisation de publication d'un rapport d'information relatif à l'application de la loi fiscale que chacun ici appelle le RALF. Je voudrais évidemment au préalable remercier l'ensemble des administrateurs du très gros travail qu'ils ont fait pour la réalisation de ce document. Permettez-moi d'en présenter les points essentiels. Dans l'introduction de ce rapport et dans ses annexes, vous trouverez un point complet sur la mise en œuvre de la législation fiscale, notamment issue des lois de finances promulguées en 2022, la loi de finances initiale pour 2023, bien évidemment, et les deux lois de finances rectificatives adoptées en août et en décembre 2022. Ce point couvre également les dispositions fiscales issues des lois simples promulguées en 2022 et les ordonnances prises en 2022. Les tableaux figurant en annexe permettent de répondre aux deux questions suivantes. Un dispositif fiscal doit-elle faire l'objet d'un décret ou d'un arrêté pour préciser ses conditions d'entrée en vigueur ou de mise en œuvre? Si oui, ce décret ou cet arrêté a-t-il été publié à date? Vous avez sur le tableau qui vous est projeté une précision et des réponses à ces deux questions. Le bilan statistique montre que 13 dispositions fiscales des lois de finances promulguées en 2022 nécessitent encore à ce jour qu'une mesure infralégislative soit prise. Dans deux cas, donc il y a 13 cas sur lesquels on n'a pas donc l'ensemble des textes. Dans deux cas, le décret attendu dépend de l'accord préalable de la Commission européenne au titre de la législation communautaire relative aux aides d'État. Dans trois autres cas, concernant la mise en place de la contribution sur la rente inframarginale des producteurs d'électricité, la CRI, sur laquelle je reviendrai plus tard dans mon propos, un décret ne sera publié que si était constaté, or les dispositions réglementaires attendues sont devenues sans objet. Leur présence dans la loi relevait de la précaution pour un dispositif complexe élaboré dans une certaine urgence tout au long de la navette
du projet de loi de finances pour 2022. Il y a donc, il est vrai, encore une petite dizaine, 8 précisément, textes d'application qui n'ont pas été publiés. J'ai relancé en notre nom à tous encore très récemment l'administration fiscale pour faire le point. Le cas de l'exonération du malus poids et du malus CO2 en faveur des SDIS est d'ailleurs développé plus loin dans mon propos. C'est un donc des exemples de textes d'application non disponibles. Dans l'ensemble, le bilan chiffré et mes échanges avec cette administration dessinent un tableau où le gouvernement et son administration ont le souci de la mise en œuvre effective et dans des délais rapprochés de la volonté du législateur. Cela n'empêche pas la vigilance de notre part, évidemment, en suivant attentivement l'avancée des cas encore en attente. Ce bilan d'ensemble établi, je vous propose de rendre compte d'un certain nombre des études fiscales et financières que vous trouverez dans mon rapport. Par le point d'entrée de l'application de la loi fiscale, le RALF est en effet traditionnellement l'occasion de se pencher sur certains sujets de fond et, je l'espère, d'alimenter notre réflexion collective à l'approche de l'examen du prochain PLF. Que les choses soient claires, il n'y a pas d'exhaustivité dans le RALF sur l'intégralité des mesures, donc c'est un choix, une sélection plutôt subjective, et dans ce que je vous présente, c'est encore une sélection de la sélection, donc il n'y a pas de volonté d'être exhaustif, et il n'y a pas... Et donc j'ai essayé simplement de prendre des sujets qui me paraissaient signifiants, amenant peut-être d'autres décisions dans ce PLF. Et donc c'est un choix objectif que vous me pardonnerez. Je suis évidemment à votre disposition sur l'intégralité des sujets. Premier sujet que je voudrais voir avec vous, c'est l'imputation du déficit foncier sur le revenu global pour les dépenses de rénovation énergétique. Je reviens en premier lieu sur ce dispositif qui a été adopté dans le cadre de la seconde loi de finances rectificative pour 2022 suite à un amendement de notre collègue Véronique Louwagie. Je trouvais que de ce point de vue-là, c'était intéressant de mettre un focus dessus. Il vise à favoriser les travaux de rénovation énergétique engagés par les propriétaires bailleurs en cohérence avec les dispositions de la loi Climat et Résilience qui prévoit l'interdiction progressive de la mise en location des logements classés G, F, puis E à compter de 2025. Enfin, il y a un calendrier pour les G, c'est 2025 et c'est plus éloigné pour les autres. Comme vous le savez, lorsque les charges foncières sont plus importantes que les revenus fonciers, les contribuables constatent un déficit foncier qu'ils peuvent imputer sur leur revenu global dans une limite de 10 700 € hors intérêt d'emprunt. L'assiette de l'impôt sur le revenu se trouve en conséquence réduite du montant de ce déficit foncier. La fraction qui dépasse la limite de 10 700 € ainsi que les intérêts d'emprunt peuvent être imputés sur les revenus fonciers sur une durée maximale de 10 ans. L'article 12 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2022 a permis de porter le déficit foncier pouvant être imputé sur le revenu global à 21 400, donc on a doublé ce plafond, de façon temporaire jusqu'au 31 janvier 2025, uniquement lorsque ce déficit est lié à des dépenses de travaux de rénovation énergétique. Le décret d'application de cet article a été pris le 21 avril dernier. Il a permis de préciser les dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice de la mesure, les obligations déclaratives pour les contribuables, ainsi que les justificatifs permettant d'attester du changement de classe énergétique du bien, ce changement étant requis pour pouvoir bénéficier de la mesure. Nous avons donc, à ce jour, peu de recul, évidemment. Donc il n'y a pas une année écoulée, donc vous ne trouverez pas de bilan sur cette mesure. Mais il me semble quand même important de mettre en lumière dans le RALF cette mesure, car il relevait d'initiatives parlementaires et a été largement adopté par notre Assemblée. Comme le montre mon rapport, le dispositif semble bien adapté pour répondre aux besoins. Le dispositif semble bien adapté pour répondre aux besoins de la majorité des propriétaires bailleurs, ceux qui possèdent un seul logement locatif. Pour une grande partie d'entre eux, l'imputation immédiate sur le revenu global constitue un avantage en soi, surtout si les revenus fonciers futurs sont peu élevés ou ont un caractère incertain. En outre, cette mesure apporte un complément à l'aide publique à la rénovation énergétique MaPrimeRénov', dont la modulation des montants en fonction des ressources concerne les bénéfices sur les ménages les plus modestes. Un autre point d'évaluation de ce dispositif transitoire devra être fait avant la fin de l'année 2025, fin prévue de ce dispositif. Deuxième
mesure que je voulais partager avec vous, je me suis intéressé à l'exonération prévue par la loi de finances pour 2023 concernant les malus automobiles pour les services d'incendie et de secours et les associations de protection civile. Cela concerne aussi bien le malus sur les émissions de CO2 que le malus point, qui sont, je le rappelle, des taxes payées à l'immatriculation. Depuis l'instauration de ces malus, il avait été relevé par plusieurs de nos collègues, sur tous les bancs, que ces services étaient pénalisés en raison de la taille importante de leurs véhicules qui entraîne le paiement de ces taxes alors qu'ils assurent des missions d'intérêt général. Même si je continue à penser qu'il faut éviter de miter l'assiette de nos impôts, a fortiori quand ils sont un objet écologique, et plus encore quand ils viennent d'être créés, il y avait là une vraie difficulté. La loi de finances pour 2023 y a mis bon ordre en exonérant les véhicules dits hors route de ces taxes pour les sapeurs-pompiers et les services investis à titre permanent de missions de sécurité civile pour la réalisation de missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes. Elle a également exonéré les véhicules de ce type pour les associations agréées de sécurité civile participant aux opérations de secours et d'accompagnement des populations victimes d'accidents ou de catastrophes. Les véhicules hors route sont définis précisément par un règlement européen. Ce sont des véhicules qui présentent des caractéristiques techniques spécifiques permettant leur utilisation en dehors des routes normales. Cette mention vise à réserver l'exonération aux véhicules affectés exclusivement aux missions de lutte contre les incendies et de protection civile. Cette exonération est rentrée en vigueur donc le 1er janvier 2023. Un décret simple doit encore être publié pour son application. Donc, il n'a pas été publié. Mais l'administration fiscale m'a indiqué que cette absence de publication ne remettait pas en cause l'entrée en vigueur de cette mesure dès le début de cette année. En d'autres termes, cette exonération devrait prendre la forme d'un remboursement de la taxe. Il serait quand même souhaitable que ce décret soit publié le plus rapidement possible pour permettre son application effective dans la clarté. Cela d'autant plus que la loi de lutte contre les incendies que nous avons adoptée en juillet dernier a étendu ces exonérations aux services d'État et des collectivités chargées de la forêt, à l'Office national des forêts et aux associations de propriétaires forestiers. Donc là, on a un exemple d'un décret toujours attendu, mais d'une mesure qui s'applique et qui fera donc l'objet de régulation après coup. Troisième sujet, la contribution sur la rente inframarginale des producteurs d'électricité. Pour protéger les ménages et certaines entreprises de l'inflation, nous avons mis en place un mécanisme de redistribution des recettes tirées du marché de l'électricité prenant la forme d'un plafonnement des revenus des producteurs et d'un bouclier tarifaire pour les consommateurs. Ce dispositif, négocié et organisé à l'échelle de l'Union européenne, s'est traduit par l'institution, en application de l'article 54 de la loi de finances pour 2023, d'une contribution sur la rente inframarginale des producteurs d'électricité, la CRI. On avait déjà un système contractuel qui couvrait un certain nombre d'énergéticiens. Ce dispositif a élargi l'assiette. Cette contribution est assise sur l'ensemble des revenus de marché des producteurs d'électricité situés sur le territoire métropolitain, sous réserve de certaines exclusions, reposant notamment sur les technologies de production mobilisées. La contribution s'applique aux productions d'électricité réalisées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023. Son montant correspond, sous réserve de l'application d'un amendement de 10%, à la différence positive entre les sommes de revenus de marché des producteurs et un forfait défini par la loi dont le montant varie en fonction des technologies de production. Vous avez ce tableau dans le document. Les modalités de déclaration et de paiement de cette contribution ont été précisées par un décret publié le 28 juin 2023. Selon ces dispositions, la contribution est déclarée et payée selon le régime déclaratif du contribuable en matière de TVA. Le recouvrement par la contribution due au titre de 2022 a débuté en juillet 2023 et s'est levé au 24 août à 390 millions d'euros. Pour l'année 2023, les acomptes seront versés à partir du mois d'octobre. Le rendement de la contribution devrait s'élever à 1,2 milliard pour la période de taxation allant du 1er juillet au 31 décembre 2022. Pour 2023, le rendement attendu s'élève à 4,3 milliards d'euros. Ce chiffre est évidemment en baisse par rapport à l'estimation de 12,3 milliards d'euros figurant dans la loi de finances pour 2023. Cette évolution s'explique, cet écart est vraiment très important, par la diminution relative des prix de l'électricité et du gaz. Je rappelle que le pic avait lieu, vous avez d'ailleurs sur le graphe qui vous est projeté, le pic
avait lieu en août 2022, au moment où nous avons élaboré la loi de finances et ses mesures. Cette évolution, du point de vue budgétaire, le rendement moindre de la contribution s'accompagne toutefois d'une baisse du coût attendu des boucliers tarifaires de 15 milliards d'euros en 2023. Il devrait coûter toutefois aux alentours de 35 milliards d'euros pour cette même année. En tout état de cause, qu'il y ait ou non un lien à faire entre la CRI et le bouclier tarifaire, nous serons amenés à nous poser la question d'une prorogation de la contribution pour 2024. Le bouclier électricité devrait lui être prolongé l'année prochaine. Il n'y a plus de cadre européen, mais la question se pose. C'est d'ailleurs un sujet qui a été ouvert hier lors des dialogues de Bercy pour ceux qui y étaient. Quatrième sujet que je voudrais partager avec vous, c'est le fonctionnement de la taxe incitative à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports, la tiers verte, chère à un certain nombre d'entre nous. J'ai souhaité m'intéresser à cette taxe sur laquelle le Parlement est amené à se prononcer chaque année et qui est une taxe écologique, à savoir la taxe incitative à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports, donc la fameuse tiers verte. C'est une taxe comportementale qui vise à inciter les metteurs sur le marché de carburant à accroître les quantités de biocarburants qu'ils incorporent dans leurs produits. Le fonctionnement de cette taxe est le suivant. Les objectifs annuels d'incorporation de biocarburants sont fixés par le législateur. Si un metteur sur le marché n'atteint pas l'un de ces objectifs, il est sanctionné par une taxe d'un montant proportionnel à l'écart entre les objectifs nationaux d'incorporation et le taux de biocarburant qu'il a effectivement incorporé à ces produits. Le Parlement est amené à se prononcer chaque année en loi de finances sur la révision des objectifs d'incorporation de cette taxe et sur d'éventuelles modifications de ses caractéristiques. C'est pourquoi j'ai voulu décrire les modalités de révision de ces objectifs, ainsi que les justifications et les conséquences des changements apportés à cette taxe chaque année depuis 3 ans. J'ai adressé des questionnaires à l'administration en ce sens, mais si les réponses ont permis de réunir quelques éléments d'information, je relève que certains ont été lacunaires, voire inexistantes. Je le regrette. Et j'espère que le prochain PLF sera l'occasion d'y remédier. Donc je considère que sur ce sujet, les réponses apportées par l'administration sont insuffisantes et je ne lâcherai pas, évidemment, pour les avoir en prévision de ce PLF. Parmi les éléments réunis malgré tout, je citerai les suivants. Tout d'abord, cet exercice a permis de mieux comprendre la répartition des compétences entre ministères. 4 administrations interviennent sur cette taxe. La direction de la législation fiscale, la direction générale des douanes, qui est chargée de la gestion et du recouvrement de cette taxe jusqu'au 31 décembre 2024, après quoi cette mission sera transférée à la DGFiP, la direction générale de l'énergie et du climat, qui dispose des adaptations permettant d'atteindre les objectifs environnementaux prévus au niveau européen, et qui est chargée de l'élaboration des conditions de traçabilité appliquées à l'énergie renouvelable. Enfin, le ministère de l'Agriculture, qui veille à l'adéquation entre les objectifs en matière de production agricole et les biocarburants. Ensuite, cette démarche a permis d'identifier les syndicats de producteurs qui seront les interlocuteurs de l'administration au sein des filières de production. Leur liste figure également dans mon rapport. Enfin, nous avons pu préciser les modalités de contrôle liées à cette taxe. La taxe est liquidée par les redevables eux-mêmes à l'aide de feuilles de calcul adressées aux opérateurs avant la fin de chaque exercice. Ces feuilles de calcul sont établies par filière et permettent aux opérateurs de déterminer commodément l'énergie renouvelable incorporée et le montant de leur taxe. Le contrôle est assuré principalement par le service des douanes d'Île-de-France, qui centralise les déclarations de tiers vertes, mais aussi par les services des douanes territoriaux. Sur la base d'analyse de risque, les services d'enquête peuvent également intervenir. Cinquième sujet, si je ne me trompe, c'est l'impôt sur le revenu et le couple. Vous le savez, nous avons indexé dans la loi de finances 2023 le barème de l'impôt sur le revenu, ce qui veut dire, pour ceux qui nous écouteraient, qui ne sont pas familiers avec ces concepts, c'est si le salaire a augmenté de la même manière ou les revenus ont augmenté de la même manière que l'inflation, il n'y a pas de gain de pouvoir d'achat pour nos compatriotes, mais il n'y a pas non plus, évidemment, d'impôts supplémentaires. S'il a une augmentation de ses revenus supérieure à l'inflation, là, il va avoir un gain de pouvoir d'achat et donc avoir un impôt sur le revenu marginal supplémentaire. C'est une mesure qui coûte entre 5 à 6 milliards d'euros.
Et je voulais mettre ce sujet parce qu'il y a aussi chaque année des questions. Je trouvais que c'était intéressant de regarder un petit peu les possibilités d'évolution. S'agissait... donc j'ai voulu... je souhaite approfondir, en tous les cas, dans le rapport et survoler dans ma présentation la question de l'imposition des revenus des couples. Au regard de la loi fiscale, les couples mariés ou pacsés constituent une seule unité soumise au paiement solidaire de l'impôt sur le revenu. Ils bénéficient dès lors de l'application d'un quotient conjugal. Sans constituer lui-même un principe constitutionnel, ce mode de calcul de l'impôt sur le revenu constitue une réponse à l'exigence d'égalité devant les charges publiques. Plusieurs facteurs conduisent aujourd'hui à s'interroger sur l'adaptation de ce quotient conjugal à la vie contemporaine. Je vous prends quelques éléments, il y en a certainement d'autres. D'abord, les structures familiales et l'activité des femmes ne sont plus fondées sur le modèle de 1946. Il y a évidemment beaucoup plus de femmes qui travaillent. L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes est également passé de 60% en 1958 à 17% en 2020. L'avantage procuré par le quotient familial a progressivement été renié en 1981, 1999 et 2012. Il est d'ailleurs assez étonnant que ce soit le quotient familial plutôt que le quotient conjugal qui a été choisi pour faire des économies. L'État a préféré préserver les citoyens qui se marient plutôt que ceux qui avaient des enfants, pour utiliser une formule un peu simpliste, mais qui résume, je crois, les choix qui ont été faits. La solidarité financière effective au sein du couple ne dépend pas que du statut conjugal. En 2010, 74% des couples mariés déclaraient mettre en commun l'intégralité de leurs ressources, contre 30% des couples pacsés et 37% des couples en union libre. Des études internationales montrent que le système du quotient conjugal n'est pas financièrement favorable au travail des femmes lorsque les écarts sont très importants au sein du couple. En 2021, sur 7,5 millions de couples mariés ou pacsés et soumis à l'IR, 7 millions d'entre eux bénéficient d'une baisse de l'IR due grâce au quotient conjugal. Pour 5,5 millions d'entre eux, c'est l'épouse ou le partenaire dont les revenus étaient les plus faibles. Dans l'affaire sociale, la définition du foyer est plus variable que celle retenue sur l'impôt sur le revenu. La CSG ou la hache sont individualisées, tandis que pour la plupart des minima sociaux et la prime d'activité, les revenus de concubins sont pris en compte. Enfin, au sein des pays de l'OCDE, seule la France dispose exclusivement d'un système d'imposition à part fiscale. À l'inverse, le principe de l'équité horizontale pousse d'autres observateurs à défendre le mode de calcul actuel de l'impôt sur le revenu. Ils constatent que le taux d'activité des femmes françaises est élevé et que la fiscalité commune est liée aux obligations civiles réciproques qui existent au sein du couple marié ou pacsé. Une fois les termes du débat posés, le rapport étudie plusieurs pistes. Alors, évidemment, à rendement identique, je ne suis pas en train ici de vouloir modifier le rendement, ce n'est pas le sujet. La déclaration commune pour les concubins, qui est une des pistes qui a été évaluée, envisagée, je constate qu'elle contribuerait à perpétuer les limites du quotient conjugal, d'une part, et coûterait 2 milliards d'euros, en créant potentiellement un effet d'aubaine difficile à gérer et des risques de fraude. Limiter les effets du quotient conjugal, soit en le supprimant, soit en le réduisant, aussi une des possibilités. À court terme, il s'agirait de changements conséquents du mode d'imposition des particuliers, contrevenant au principe posé par la majorité actuelle de stabilité fiscale. Pour ne pas augmenter l'imposition des Français, la limitation et la suppression du quotient conjugal devraient s'accompagner d'une baisse globale à due concurrence du barème de l'impôt sur le revenu. Enfin, la généralisation du taux de prélèvement individualisé pour les couples dans le cadre du prélèvement à la source. Moins de la moitié, largement moins de la moitié des couples soumis à l'IR, soit 2,9 millions de foyers aujourd'hui, ont fait le choix d'une individualisation de leur taux. C'est un taux qui a tendance à augmenter. C'est neutre pour les finances publiques. Cette modification permettrait une redistribution de 700 € en moyenne par an au sein des couples en faveur du membre du couple qui gagne le moins, souvent l'épouse ou le partenaire. Au titre du prélèvement à la source 2021, le total des transferts serait de 5,5 milliards d'euros. Donc si on généralisait cette individualisation des taux à la source en prenant en compte donc les écarts de rémunération entre les membres du couple. Sixième sujet, c'est le budget vert et l'enseignement des 3 premiers exercices et pistes d'amélioration. Je me permets ici d'aborder un sujet qui n'est pas
immédiatement fiscale à proprement parler, mais qui concerne les dépenses fiscales et va en tout état de cause innerver toutes nos discussions durant l'automne. Réussir la transition écologique implique de mesurer l'impact environnemental de notre budget. La France fait figure d'exemple en la matière grâce au budget vert de l'État, annexé au PLF successifs depuis celui de 2021. J'ai souhaité faire le point sur cette démarche par l'intermédiaire d'un questionnaire que j'ai adressé au groupe interministériel chargé d'élaborer le budget vert. Le budget vert a été créé par un amendement parlementaire. Ce dont nous pouvons tous nous féliciter. Il est issu d'une réflexion internationale débutée lors du sommet One Planet de Paris en 2017. Il constitue une démarche exhaustive, c'est-à-dire portant sur l'intégralité du périmètre des dépenses de l'État, à ce stade la plus aboutie. Ce document mesure l'impact favorable, défavorable, mixte ou neutre selon l'environnement des crédits budgétaires, mais aussi des taxes affectées et des dépenses fiscales. Il prend en compte 6 dimensions environnementales, y compris, mais sans s'y limiter, les enjeux climatiques. Les résultats des premiers exercices montrent une progression structurelle des dépenses vertes et une stagnation des dépenses brunes en neutralisant les aides exceptionnelles. Fait notable, au sein des dépenses brunes, les dépenses fiscales sont surreprésentées. Le gouvernement en a tenu compte en préparant en amont du PLF 2024 la révision de certaines dépenses fiscales brunes, comme la suppression progressive de l'avantage fiscal sur le GNR. Le budget vert constitue donc déjà une boussole très utile pour piloter la transition écologique. Dans les années à venir, la stratégie française sur l'énergie et le climat, coordonnée par le nouveau secrétaire général créé en juillet 2022, pourra s'appuyer sur cette méthodologie éprouvée de cotation du budget. La méthodologie du budget vert a constamment progressé au cours des 3 premiers exercices et des travaux sont en cours pour l'améliorer encore. Certaines dépenses, 1/6 en 2023, sont encore non cotées, soit qu'il n'existe pas de consensus scientifique quant à leur impact environnemental, soit qu'il ne soit pas possible de connaître précisément la destination des crédits concernés. C'est le cas de la plupart des concours aux collectivités territoriales. Une partie de la DSIL a pu être cotée en 2023 grâce à des objectifs environnementaux ambitieux et je souhaite que ce cas fasse école. D'autres dotations, dont la DETR, devraient être cotées partiellement dès 2024. La majoration des taux de subvention pour les projets écologiques éligibles, votés par amendement en loi de finances 2023, contribue au verdissement de ces dotations et facilite leur cotation. Au sein du budget vert, les dépenses neutres demeurent les plus nombreuses. Cela résulte de sa méthodologie même et s'explique par la neutralisation d'importants montants ne présentant qu'un effet revenu, c'est-à-dire dépenses de personnel, transferts aux ménages et aux entreprises, ou qui sont non substituables, dépenses régaliennes par du plus vert. Cela permet d'identifier en priorité des dépenses incontestablement brunes et pouvant être verdies ou éliminées. Des ajustements sont cependant envisageables, par exemple en préparant les conditions d'une cotation plus fine de certains transferts aux entreprises. Une évaluation environnementale du crédit d'impôt en faveur de la recherche, par exemple, pourrait être menée. L'attention portée à la cohérence de l'impact environnemental des crédits portés par une même action budgétaire, ou, lorsque cela ne s'avère pas possible, la poursuite de l'introduction de cotations par quote-part constituent d'autres pistes d'amélioration de la finesse du budget vert. Ces travaux doivent être poursuivis sans toutefois nuire à la clarté, à la simplicité d'usage de ce document dont il faut rappeler qu'il s'adresse en premier lieu aux parlementaires que nous sommes. L'introduction dès le prochain PLF d'une méthode de cotation à la brique budgétaire affinera encore le budget vert. Elle est surtout un préalable à son utilisation à toutes les étapes du cycle budgétaire, de l'élaboration du PLF au constat de l'exécution. Cela devrait nous conduire à réfléchir à l'instauration d'un temps parlementaire annuel dédié à la trajectoire écologique des finances publiques qui pourrait prendre appui sur le budget vert. Cette idée n'est pas éloignée de celle qui avait été proposée en 2021 par nos collègues Bénédicte Peyrol et Jean-Charles Colas-Roy lors de l'examen de la loi climat et résilience. Intégré au cycle budgétaire annuel, le budget vert doit aussi devenir une référence pour la programmation pluriannuelle. Si le Parlement adoptait la loi de programmation des finances publiques, actuellement en navette, le budget vert servirait de base à une trajectoire ambitieuse et inédite de diminution du ratio entre les dépenses brunes et les dépenses vertes. Je vous rappelle, c'est un des articles qui en fait partie.
Les autres administrations publiques, en premier lieu les collectivités territoriales, doivent être davantage associées à cette démarche. Il me semble que nous devrons prévoir dans la loi, à une échéance relativement proche, une généralisation des budgets verts locaux pour les collectivités les plus importantes, évidemment dans le cadre d'une large concertation, à condition que les méthodologies employées soient compatibles. Cela permettra d'agréger les différentes initiatives pour déposer à terme d'un budget vert de l'ensemble des administrations publiques. Donc il s'agit là, et d'ailleurs les discussions sont engagées, de trouver une grammaire commune avec les collectivités territoriales, si vous me permettez cette expression. Pour ce sujet, mon rapport comporte 8 recommandations précises et assez techniques que je me suis permis de transmettre au gouvernement dans l'optique de la publication prochaine du prochain budget vert associé au PLF pour 2024. Avant-dernier point, les filets de sécurité en faveur des collectivités territoriales pour lutter contre l'inflation. L'inflation élevée enregistrée en 2022 a eu des impacts pour tous les acteurs économiques, y compris les collectivités territoriales. Vous le savez, dans le cadre de ma communication de juin dernier sur l'autonomie financière et fiscale des collectivités, j'avais déjà souhaité commencer à objectiver certains concepts des finances locales qui reviennent régulièrement dans nos débats budgétaires. Je saisis l'occasion du RALF pour continuer sur cette lancée avec les conséquences de l'inflation sur les comptes locaux et les mécanismes de soutien financier mis en œuvre par l'État. D'abord, il est vrai que l'inflation a un effet important sur les dépenses locales. 22% des dépenses des DRF, les achats, l'énergie, l'alimentation en particulier, sont directement exposés à l'inflation. Ça représente donc un quart des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales, avec une hausse de 5% de ces dépenses, qui est une moyenne, qui n'est pas nécessairement représentative de ce qui a été sur ces différents secteurs. En 2022, c'est une hausse donc supérieure à 1%, mais qui relativise l'impact direct de l'inflation. Ensuite, l'inflation a un effet également sur les recettes. J'ai calculé que 70 milliards de recettes réelles de fonctionnement sont liées directement à l'inflation, donc augmentent avec l'inflation. D'abord, les impôts assis sur les valeurs locatives, la taxe foncière, la TEM, la CFE, la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, etc., ont progressé avec une revalorisation des bases de 3,4% en 2022, ce qui a permis aux collectivités territoriales de toucher 1,3 milliard d'euros supplémentaires, donc mécaniquement liés à l'inflation. Et l'effet sera 2 fois plus important, de l'ordre de 3 milliards de recettes supplémentaires en 2023. Le rendement de la TVA est en partie lié à la hausse des prix. Elle occupe désormais une place prépondérante dans les recettes locales, notamment pour les régions, départements et EPCI. Rappelons enfin que les collectivités peuvent choisir de récupérer les hausses de prix, de répercuter les hausses de prix dans les tarifs de services. Il en résulte une situation financière favorable des collectivités territoriales en 2022. Je vous renvoie sur le rapport de la Cour des comptes, avec une augmentation de la trésorerie et des transferts financiers vers les collectivités territoriales qui continuent à augmenter. Ils sont de 109 milliards d'euros en 2023. Malgré ce contexte favorable pour les recettes locales, l'État a soutenu les collectivités face à l'inflation. Comme les entreprises, certaines d'entre elles ont bénéficié de l'amortisseur d'électricité et du bouclier tarifaire, pratiquement 30 000 communes. Elles ont aussi reçu des dotations exceptionnelles. Les départements ont perçu 120 millions au titre de la revalorisation du RSA, même si cette dépense a baissé en 2022, comme elle avait d'ailleurs baissé en 2021. Donc on a de ce fait apporté une compensation à la ville de Paris, au département des Hauts-de-Seine, qui ont pourtant des épargnes brutes assez importantes. Le filet de sécurité 2022 a été plus ciblé que le PSR relatif au RSA. Le filet de sécurité compense 50%, je vous rappelle la règle, de la revalorisation du point d'indice et 70% des hausses de dépenses d'énergie et alimentaire. 430 millions ont été budgétés et 404 millions ont été dépensés. Donc le calibrage, pour le coup, là, s'est avéré juste. Il visait les communes EPCI avec une épargne brute fin 2021 de moins de 22% de leur F et dont l'épargne brute a baissé en 2022 de plus de 25%, principalement à cause de l'inflation. On observe une certaine prudence de la part des collectivités ou un pessimisme de la part des collectivités, puisque
elles pouvaient demander un acompte, ce que nous avions demandé, et beaucoup d'entre elles l'ont fait. Sur environ 4167 acomptes demandés, 3400 font l'objet d'une reprise. Donc les élus étaient plutôt pessimistes. Au total, sur les comptes clos 2022, 2007 communes ont été soutenues pour 341 millions d'euros, 105 EPCI pour 35 millions d'euros et 825 syndicats pour 27 millions d'euros. On a ce bilan précis, puisque là, évidemment, c'était sur l'année 2022. Vous savez qu'on a reconduit, et c'est très bien, en améliorant les critères infilés pour 2023. Je n'en connais évidemment pas les résultats aujourd'hui. La conclusion qui s'impose est donc celle de la nécessité, en cas de choc économique, de construire des dispositifs de soutien adaptés avec des critères précis qui permettent de soutenir les seules collectivités qui en ont le plus besoin. Donc évidemment, la difficulté est dans le choix de ces critères. Dernier point, la taxation des terrains nus rendus constructibles dans la perspective du ZAN. Je vais revenir en conclusion donc, de cette présentation sur la fiscalité des plus-values de cession des terrains rendus constructibles dans la perspective du zéro artificialisation nette, sujet déjà abordé il y a un an lors du PLF 2023 et sujet d'avenir dans l'optique du verdissement de notre fiscalité. Cet objectif d'absence de toute artificialisation nette des sols d'ici à 2050 a été fixé par la loi climat et résilience dans un contexte où l'artificialisation des sols a augmenté presque 4 fois plus que la population dans notre pays durant les 40 dernières années. S'il répond à des impératifs incontestables, cet objectif va entraîner une raréfaction du foncier qui aura pour conséquence un accroissement de la rente dont bénéficient les propriétaires de terrains nus rendus constructibles par les documents d'urbanisme. On parle de plus-value foncière pour qualifier cette rente qui résulte de la différence entre le prix de vente du terrain constructible et le prix de vente d'un terrain comparable, classé en terre agricole ou en zone naturelle. Il existe aujourd'hui 2 taxes applicables au moment de la première cession d'un bien rendu constructible, une taxe nationale applicable dans toutes les communes relevant du règlement national d'urbanisme, la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus rendus constructibles, dite taxe LMA, créée en 2010, et une taxe locale facultative, la taxe forfaitaire sur les terrains rendus constructibles, ou TFTC, qui peut être restaurée dans les communes et qui a été créée en 2006, mais qui est assez peu utilisée par les élus. Or, ces 2 taxes poursuivent des objectifs absolument contradictoires. La TFTC a été conçue pour accompagner les maires bâtisseurs afin de procurer des ressources permettant de financer les équipements collectifs, ce qui a créé une incitation directe pour les communes à classer les terrains en zone constructible. À l'inverse, la taxe LMA a été instaurée dans le but de freiner l'artificialisation des terres agricoles et de constituer une source de financement pour favoriser l'installation des jeunes agriculteurs. Plusieurs rapports se sont prononcés ces dernières années en faveur d'une révision de cette fiscalité dans le sens d'un renforcement de la taxe LMA. Lors de l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2023, notre commission a adopté un amendement allant dans ce sens en prévoyant une hausse de la taxe LMA, une diminution de l'abattement lié à la durée de détention et une suppression de l'exonération des ventes d'un montant de moins de 15 000 euros. Cependant, cet amendement, et ça arrive à tout le monde, n'a pas été retenu dans le texte final, le gouvernement ayant fait valoir qu'une réforme d'ensemble de cette fiscalité requérait d'importants travaux techniques préalables. Je me remets pas en cause la nécessité de conduire préalablement, donc évidemment, à toute réforme, un diagnostic partagé avec les collectivités territoriales, mais je voudrais avancer en conclusion quelques pistes autour de la fusion de ces 2 taxes. Cela permettrait à la fois une simplification et la mise en place de nouveaux leviers pour mieux faire contribuer des rentes foncières insuffisamment saisies par la TFTC. La taxe obligatoire pourrait être gérée nationalement et faire l'objet d'une redistribution locale pour contribuer à l'élaboration financière des conséquences, à l'accompagnement financier des conséquences du ZAN, tout en continuant à financer l'installation des jeunes agriculteurs. Une réflexion sera aussi nécessaire sur les paramètres de la taxe qui pourraient nécessiter un abaissement du seuil d'imposition ainsi qu'une révision des abattements d'une durée de détention. Je vous remercie pour votre attention. Je vous renvoie sur le document qui est un peu lourd, qui vous a été envoyé hier. J'imagine qu'il y a un certain nombre de questions. Juste pour terminer, Monsieur le Président, en un mot, dire que l'intérêt de ce RAF, c'est de faire un bilan donc, de la mise en place des mesures et absolument pas de faire une revue fiscale, évidemment, ou un bilan du PLF. Ça n'est pas l'objet. Et je remercie encore les administrateurs, c'est de voir
si les lois sont appliquées, quels sont leurs impacts, si ce qui avait été prévu est en train de se réaliser. Et évidemment, ça nous pousse collectivement, nous parlementaires, à faire évoluer cette loi. Je trouve que c'est un travail préparatoire utile pour chacun d'entre nous. Merci, monsieur le rapporteur. C'était un document lourd, mais à la hauteur du travail qui a été effectué. Je vous remercie. Il comporte effectivement des réflexions et des développements intéressants sur, on le voit, des sujets qui sont variés. Et ça appelle quelques remarques et questions de ma part. Et après, on passera aux orateurs de groupe avant que vous répondiez. Concernant la réduction d'impôt dite hier, PME, dont le taux a été porté de manière transitoire de 18 à 25% en 2020 et maintenu à ce niveau bonifié, y compris en 2023, vous relevez que la dépense fiscale est en hausse, puisqu'elle atteint 146 millions en 2022 contre 126 millions d'euros en 2020, et des montants moyens par ménage qui masquent de fortes disparités et s'élèvent à 15 700 euros pour les foyers fiscaux qui saturent le plafond annuel de 10 000 euros et reportent l'excédent sur les années suivantes. Vous relevez aussi que depuis sa création, la réduction d'impôt IR-PME n'a jamais fait l'objet d'une évaluation et vous vous interrogez sur le ciblage du dispositif qui pourrait sembler insuffisant. Vous citez d'ailleurs les propos de votre collègue Paul Midi qui qualifie le dispositif, je cite, d'outil de défiscalisation à la disposition d'épargnants souhaitant faire l'optimisation fiscale. Le gouvernement doit remettre un rapport d'évaluation avant le 30 septembre. Si ce rapport est remis dans le temps, est-ce que vous engagez à déposer des amendements pour réformer le dispositif dès le PLF 2024 et sinon, que proposerez-vous? C'est la première question. Concernant la contribution sur la rente inframarginale des producteurs d'électricité, dont vous avez parlé, au sujet de laquelle les estimations de rendement avaient fluctué jusqu'à envisager lors de l'examen du PLF 2023 12,3 milliards d'euros de recettes pour l'année 2023, il est intéressant de savoir que le rendement 2022 pour le seul second semestre, le premier n'étant pas inclus dans la taxation, s'est finalement élevé à 1,2 milliard d'euros. Alors je relève également que vous considérez que si les dispositifs de bouclier tarifaire faisaient l'objet d'une prolongation partielle en 2024, une réflexion sur la prorogation de la contribution sur la rente inframarginale en 2024 serait justifiée. Je pense qu'on y veillera ensemble pour qu'elle le soit, pour que ce soit évidemment, dans ces cas-là, examiné. Sur la question de l'individualisation des taux de prélèvement à l'impôt sur le revenu pour les couples mariés et pacsés, la proposition de renverser le principe et d'appliquer par défaut des taux individualisés est, je trouve, intéressante. Elle permettrait effectivement de réduire l'effet inégalitaire du quotient conjugal qui a été amplifié par le passage au prélèvement à la source. Mais dans ce cas, afin de mettre fin à ces inégalités salariales entre les femmes et les hommes, ne serait-il pas plus efficace de supprimer le quotient conjugal et de le remplacer par un crédit d'impôt par enfant que pourraient toucher toutes les familles? En ce qui concerne les développements consacrés au budget vert, au-delà de la faible proportion des crédits pouvant être classés comme non neutres, ne faut-il pas aller plus loin pour la classification des subventions d'investissement aux collectivités territoriales? Ne faut-il pas également aller plus loin dans l'évaluation environnementale des aides et subventions aux entreprises, quand l'essentiel des aides va encore vers les secteurs économiques les plus polluants? Je vous renvoie pour cela aux travaux de l'économiste Anne-Laure Delatte. Enfin, vous rappelez que les concours financiers de l'État aux collectivités ne sont pas indexés sur l'inflation. Cette situation, couplée avec la nécessaire augmentation de la péréquation, va entraîner une baisse de la DGF pour des milliers de communes et un risque de voir les investissements en faveur de la transition écologique stagner ou diminuer. N'est-il pas le temps, justement, de revenir du coup sur cette absence d'indexation? Et puis j'ai une dernière question sur la question de l'indexation de l'impôt des revenus sur l'inflation, avec lequel qui ne pose pas de problème et qui est assez régulièrement effectué. Hier, au dialogue de Bercy, Jean-Paul Mattei a posé une question que, pour ma part, je partage, qui est de voir si ça doit être fait pour toutes les tranches. Autrement dit, est-ce qu'on ne doit pas envisager que pour les deux tranches supérieures de l'impôt, dans un souci de justice fiscale, mais surtout de besoin de recettes cette année, eh bien, cette indexation ne soit pas faite? Voilà, c'est une réflexion à partir de votre travail que je me pose. Et je propose de passer aux orateurs de groupe pour 2 minutes chacun, en commençant par Mathieu Lefebvre. Merci, Monsieur le Président, et merci beaucoup, Monsieur le rapporteur général, pour ce travail très exhaustif qui montre que là, on est pleinement dans notre rôle de parlementaire consistant à évaluer la loi et la loi fiscale. D'autant plus la loi fiscale, parce qu'il est vrai qu'on est toujours tenté de faire mieux, mais en matière de fiscalité, le mieux est l'ennemi du bien. Moi, j'ai plusieurs questions. Certaines concernent le prélèvement à la source, une réforme
que l'on doit saluer. Elle n'était pas évidente et la majorité précédente l'a mise en œuvre. Je voulais savoir si l'avance de crédit d'impôt pour les services à la personne allait être possible pour les personnes qui bénéficient de la PCH ou de l'APA. C'était une promesse, me semble-t-il, pour l'année 2023. Je ne suis pas certain que ce soit entré en œuvre. Vous dire également que nous saluons les travaux de Marie-Pierre Rixin sur l'individuation du taux de prélèvement à la source et nous vous soutiendrons fortement, monsieur le rapporteur général, dans cette démarche. Est-ce que nous aurons une modification législative à avoir dans le PLF sur ce sujet ? Sur l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, contrairement à ce que dit le président Coquerel, mais c'est une divergence d'appréciation, je pense qu'il faut indexer l'ensemble des tranches. Et je me demande même s'il ne faut pas que la loi prévoie une indexation automatique du barème de l'impôt sur le revenu, après tout, à la manière dont ça se fait pour les bases locatives. Je me demande si c'est un mécanisme qui est possible et envisageable. Une question également sur les heures supplémentaires. On a rehaussé le plafond de défiscalisation l'an passé. Est-ce que vous avez des éléments sur les personnes qui bénéficient de la hausse de ce plafond, dans une perspective éventuellement d'aller un petit peu plus loin? Deux dernières questions très rapides. La première sur la CRI, la contribution sur les rentes inframarginales, pour savoir son impact sur le taux de prélèvement obligatoire, parce qu'il est vrai qu'on est fréquemment critiqué sur notre taux de PO, mais la CRI, j'imagine, a un impact fort sur le taux de PO. Et une dernière question sur le rehaussement du Coluche à 1 000 € auquel vous faites référence dans votre rapport, pour savoir si on pouvait envisager de le pérenniser dans la mesure où il y a eu un effet de rattrapage, comme vous l'évoquez, pendant les années Covid. Peut-être serait-il utile, et c'est une position que le groupe Renaissance pourrait porter à l'occasion des débats parlementaires, que de le pérenniser. Je vous remercie. Merci. Jean-Philippe Tanguy pour l'Assemblée nationale. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur général pour cet excellent travail technique, évidemment. Plusieurs questions. Vous ne l'avez pas traité dans votre présentation, mais vous abordez dans votre rapport la question de l'accompagnement social, de la mise en place des ZFE, des zones à faible émission, et notamment le prêt à taux zéro mobilité, si je me souviens bien. Et vous mentionnez un seuil de revenus à 14 000 € par fiscal. Ce seuil semble au groupe Assemblée nationale très bas, très insuffisant par rapport aux besoins. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les éléments qui ont permis de le fixer, éventuellement votre retour, votre avis sur l'opportunité de l'augmenter pour, vous savez très bien que nous sommes contre la mise en place de ces ZFE, mais au moins que l'accompagnement permette notamment aux classes moyennes qui n'ont pas les revenus suffisants, qui ont des revenus supérieurs, de pouvoir quand même en bénéficier. Question aussi sur la rente inframarginale. Moi, je m'interroge sur les seuils qui sont retenus, les seuils de prix unitaires par énergie, qui sont très différents selon l'énergie. Il me semble défavoriser le mix français. Est-ce que vous pouvez nous donner aussi des éléments sur les choix techniques qui ont amené à fixer de tels seuils? Ensuite, je n'ai pas bien compris, monsieur le rapporteur, de votre présentation, et je m'en excuse si c'est de ma faute, votre position sur la réforme du quotient conjugal et la position de la majorité en général ou du gouvernement si elle est différente. J'avoue que là, je n'ai pas bien compris votre position. Et enfin, sur les collectivités territoriales, en lisant votre rapport et en écoutant vos commentaires sur l'année passée, est-ce que finalement, on n'est pas aussi au bout d'un système de grande confusion avec l'affaiblissement du lien direct entre la fiscalité directe, entre les contribuables par commune en particulier et la gestion et leurs élus? Est-ce qu'on n'est pas au bout d'un système d'une grande confusion où plus personne ne comprend rien et où les élus ne sont plus maîtres et plus responsables de leurs recettes, et donc le lien entre dépenses et recettes, qui est quand même le fondement de la démocratie, et en particulier de la démocratie locale, est-ce qu'on n'arrive pas quand même à un bout d'un système, par exemple le conseil régional n'est plus maître d'aucune recette, à part, je crois, la carte grise, pardon. Donc est-ce que là, on n'est quand même pas au bout d'un système qui demande des réformes d'ampleur? Je vous remercie. Merci. Véronique Louwagie pour les Républicains. Oui, merci Monsieur le Président. Merci beaucoup Monsieur le rapporteur général pour tous les travaux que vous avez conduits. Une première observation sur la contribution sur la rente inframarginale. C'est vrai qu'on peut s'étonner des résultats très loin des estimations parce que nous avons 8 milliards d'écart. Donc je ne sais pas si vous avez des éléments sur le sujet, mais cela pourrait être intéressant. Une remarque également sur les pistes d'évolution que vous évoquiez pour l'impôt sur le revenu et le couple, en évoquant le quotient
conjugal, sans évoquer le quotient familial. On a l'impression que les mesures que vous proposez sont de nature à ne pas forcément soutenir la famille, à ne pas mettre la famille en avant, et ça, je le regrette. Par ailleurs, vous indiquez que c'est un rendement identique. Je pense qu'il faut être très vigilant sur cet aspect, parce qu'à chaque fois, il y a des gagnants et des perdants, et je pense que c'est important de bien faire un point. Concernant le budget vert dont vous parlez, avec de plus en plus un impact sur la DSIL, la DETR, avec une volonté de verdir les dotations. J'ai eu l'occasion de le dire hier soir lors des dialogues de Bercy. Je pense qu'il est très important de ne pas mettre sous administration les collectivités territoriales et de leur laisser quand même une certaine liberté, parce qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales, si elles n'ont pas de soutien en matière de DETR et des DSIL, ne peuvent pas réaliser leurs investissements. Et je pense qu'il faut rester dans une libre administration. Un petit point sur la TVA que vous évoquez. Dans le cadre du filet de sécurité anti-inflation, j'attire l'attention, et moi je suis assez inquiète de la baisse des recettes de TVA. Sur le tableau de bord du gouvernement de l'État, à fin juillet, nous sommes à moins 7,5 de recettes de TVA en moins par rapport à juillet 2022. Donc je pense qu'il faudra bien prendre en compte tous ces éléments par rapport notamment aux collectivités territoriales. Je vous remercie. Merci. Pascal Lecamp pour le MoDem. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme Monsieur le Président et le rapporteur général, je prends quelques secondes pour exprimer la joie et le bonheur de vous revoir tous et nous souhaiter collectivement une année de travaux utiles et constructifs. On la commence avec un rapport justement éclairant sur nos travaux. C'est sympathique. Trois points m'ont interpellé. En premier lieu, nous rejoignons les commentaires du rapporteur général, la question de la prolongation en 2024 de la contribution sur la rente inframarginale des producteurs d'électricité doit être soulevée, comme cela a été proposé d'ailleurs hier au dialogue de Bercy. En second lieu, vous faites un bilan de l'application de l'aménagement du prélèvement à la source qui a été prévu dans la dernière loi de finances et qui permet d'améliorer un système qui est une grande réussite au regard du taux de recouvrement qui a été amélioré sur l'impôt sur le revenu. Avez-vous, dans vos réflexions, identifié de nouvelles sources ou voies d'amélioration et d'évolution du prélèvement à la source? En particulier, ne serait-il pas enfin temps, par exemple, d'étendre le prélèvement à la source à la taxation des plus-values de cession de titres? On en a parlé hier aussi. Enfin, sur l'IR, j'aimerais connaître votre position sur une indexation différenciée de l'inflation selon les tranches dès le PLF 2024 en faveur des classes moyennes. Je vous remercie. Merci. Michaël Boulou pour le groupe socialiste. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, ravi de vous retrouver pour qu'on puisse travailler ensemble au service des Françaises et des Français qui attendent de nous des mesures fortes dans le sens de la justice sociale, écologique et fiscale. Et c'est en ce sens que mon groupe, le groupe socialiste et apparenté, travaillera. Alors, quelques questions dans le désordre. Où en est l'évaluation du produit de l'article 40 de la loi de finances 2023, c'est-à-dire la contribution temporaire de solidarité sur les profits des énergéticiens? Il me semble qu'il n'y avait rien dans ce rapport. On pourrait aussi signaler, grâce à ce rapport, que le gouvernement a plusieurs mois, voire années de retard sur de nombreux rapports. J'en ai compté au moins 20. Bon, alors, je ne vais pas tous les donner, mais on en a quelques-uns, et je vais les citer parce que c'est des travaux sur lesquels notre groupe a travaillé, sur l'impact des coûts de l'énergie sur les TPE-PME, sur la pratique de la manipulation des prix des pellets de bois ou sur l'aide aux fret outre-mer, entre autres. Alors, le sujet hier PME Madelin a été très bien évoqué par le président Coquerel, donc je vais passer, j'avais exactement la même remarque question. Sur la contribution sur la rente inframarginale des électriciens, juste une remarque, quel dommage qu'elle n'ait pas commencé à compter de quand on le demandait, c'est-à-dire un an plus tôt, mi-2021, quand les prix de l'électricité ont commencé sérieusement à augmenter. On aurait probablement gagné 1 à 2 milliards de plus. Et il faut évidemment la prolonger de notre point de vue. Sur le quotient conjugal, le rapport répète quelque chose que l'on sait déjà. Il bénéficie aux couples les plus aisés, il défavorise les femmes. Je crois qu'il y a vraiment matière à réflexion. C'est très intéressant, tous ensemble. C'est un sujet dont nous devrions nous emparer. Sur la TIRUERT, juste une remarque. La dernière phrase de la page 85 peut laisser penser, Monsieur Cazeneuve, que vous envisagez de la baisser ou de baisser son objectif d'incorporation.
Ce serait, voilà, qu'est-ce que vous confirmez là-dessus? Moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on recule sur ces incitations à dépolluer les carburants. Et enfin, on ne partage que modérément votre autosatisfecit sur la cotisation environnementale du budget de l'État, et on aura des amendements la semaine prochaine sur la LPFP en ce sens. J'espère que vous changerez d'avis du coup sur ces amendements. Merci. Merci. C'est Lise Magnier pour le groupe Horizon. Lise Magnier. Merci Monsieur le Président et merci Monsieur le rapporteur général pour votre présentation de ce rapport d'information sur l'application des mesures fiscales. C'est chaque année pour nous l'occasion de s'arrêter sur les dispositifs fiscaux que nous avons nous-mêmes mis en place l'année précédente et d'essayer d'en tirer un premier bilan d'application. La première leçon que je tire de votre rapport, Monsieur le rapporteur général, c'est que nous mettons en place et que nous reconduisons chaque année un nombre de mesures fiscales extrêmement significatif, sans doute trop. Et la deuxième leçon, c'est que l'évaluation de ces mesures fiscales est évidemment indispensable et qu'elle doit être systématisée. Je crois que votre rapport en est la parfaite illustration. Beaucoup de questions ont d'ores et déjà été posées, mais j'aimerais revenir sur 2 points de votre rapport en particulier. Le premier concerne le filet de sécurité à destination des collectivités territoriales en 2022. Les données que vous nous présentez sont très importantes et précises. Elles nous permettent surtout de constater que ce filet était bien calibré et indispensable, qu'il a rempli son objectif. Mais pour autant, vous constatez que de nombreux acomptes demandés ont fait l'objet d'une reprise. Ainsi, sur les 4 178 collectivités et groupements bénéficiaires d'un acompte en décembre 2022, 3 418 vont faire l'objet d'une reprise pour plus de 69 millions d'euros sur les 106 millions d'euros attribués au titre de ces acomptes. Vous avez commencé à esquisser une piste d'explication, la frilosité des élus locaux. Est-ce que vous avez une analyse un petit peu plus avancée sur cette question des acomptes? Et surtout, avez-vous une idée de l'impact sur les finances des collectivités concernées de cette reprise? Deuxième point, je voudrais moi aussi revenir sur la question du dispositif Coluche. L'article 76 de la loi de finances 2022 a prolongé jusqu'en 2023 le plafond temporaire de 1 000 euros. Vous titrez que l'évaluation est non conclusive sur l'intérêt du plafond dérogatoire. Pourquoi et que préconisez-vous? Je vous remercie. Merci. Eva Sas pour le groupe écologiste. Merci Monsieur le Président et merci au rapporteur général pour ce rapport très intéressant. Je voudrais aborder 3 sujets. D'abord la rente inframarginale. J'observe que c'est souvent présenté comme une taxe sur les énergéticiens, mais que dans la réalité, c'est une taxe sur l'électricité, en particulier sur les énergies renouvelables. Donc, et j'observe aussi qu'il y a eu un rendement qui était nettement moindre que prévu, 4,3 milliards au lieu des 12,3 prévus. Donc, je voulais savoir si vous confirmez que ça ne concerne bien que la production d'énergie renouvelable dans les faits. Et peut-on dire aujourd'hui que le développement des énergies renouvelables rapporte à la France, ou y a-t-il des coûts équivalents ou supérieurs par ailleurs? Et j'aimerais aussi avoir votre éclairage sur l'avenir de ce dispositif. Deuxième sujet, sur le taux individualisé de l'impôt. D'abord, merci vraiment d'avoir inscrit ce sujet à l'ordre du jour et dans votre rapport, et de poser la question du quotient conjugal et de son adaptation à nos modes de vie et notre société actuelle. Une question, c'est est-ce que dès le PLF 2024, on aura au moins un taux de prélèvement à la source individualisé, à défaut d'avoir une véritable individualisation de l'impôt? Et je me permets de m'étonner quand même que vous fermiez la porte tout de suite à une évolution du quotient conjugal, alors que vous soulignez vous-même que c'est défavorable au travail des femmes et que ça a une influence négative sur l'émancipation des femmes. Troisième et dernier sujet, le budget vert. Vous dites que le budget est une boussole très utile. Comme mes collègues socialistes, je ne partage pas exactement votre enthousiasme sur le budget vert et surtout sur la façon dont le gouvernement s'en empare et l'utilise. Vous avez cité le GNR comme une des niches fiscales néfastes au climat auquel le gouvernement s'attaque, mais est-ce que vous pouvez citer d'autres niches fiscales néfastes au climat auxquelles le gouvernement s'attaque? Étant entendu que hier, dans les Échos, on relatait que l'augmentation de l'éco-contribution sur les billets d'avion un temps envisagée avait été abandonnée par le gouvernement. Donc à ce stade du budget vert, on ne voit pas tellement les effets sur l'évolution de la politique fiscale du gouvernement.
Merci. Alors, pour le groupe Lyot, j'ai vu que Michel Castellani avait levé la main, mais c'est d'abord Charles de Courson. D'accord, ok. Bon, c'est des petites questions à notre rapporteur sur ce rapport traditionnel du rapporteur général du budget. Bon, sur le petite affaire du malus écologique pour les véhicules 10-10, pourquoi le décret n'est pas sorti? Parce que vous nous dites que néanmoins le texte est appliqué. Alors, soit le décret ne sert à rien, donc vous pourriez nous expliquer. Bon, c'est une petite affaire. Sur le Tiruert, vous nous dites que vous avez eu des réponses lacunaires. Ça veut dire quoi, des réponses lacunaires? Parce que si... Parce que j'en suis à l'origine, hein, le Tiruert. Je connais un petit peu. Hein, qu'est-ce qui se passe du point de vue des administrations qui ne veulent pas vous répondre sur quoi? Deuxième question. Troisième question, sur le quotient, enfin sur l'IR, le quotient conjugal. Réfléchissons bien. Parce que le choix qui a été fait lors de la création en 1917 de l'impôt sur le revenu, c'était on taxe la famille. Voilà. Alors, si on abandonne ça, il y a des pays, c'est pas du tout comme ça. On taxe les individus. Voilà. Il y a même en Allemagne, on a le choix entre les deux. Voilà. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Alors, réfléchissons bien, parce que derrière, il y a aussi le problème des quotients pour les enfants. Enfin, il y a des différents demi-parts, enfin, etc. C'est un problème très compliqué. Mais il y a un sujet que vous n'avez pas soulevé, monsieur le rapporteur, qui est qu'avec la forte accélération de l'inflation, on indexait le barème sur l'inflation de l'année N-1. Alors, bon, quand il y avait des inflations très faibles, c'était neutre. Mais je vous donne les chiffres. En 2022, on avait indexé sur 1,4, qui était l'inflation de l'année précédente. Mais l'inflation de l'année 2022, elle a été de 5,2. Et donc, en 2023, on a indexé sur 5,4, c'est-à-dire cette année. Bon, ça ne sera pas très différent parce que par les hasards, l'inflation serait autour de 5. Ouais. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt caler, comme on a essayé de le faire sur l'année en cours, ou de réajuster a posteriori, quand il y a un écart, parce qu'on peut se tromper. C'est une question. Hein. Sur le CRI, vous l'avez étudié, mais de mémoire, le CRI, je crois, se termine en fin de cette année. Et donc, vous n'avez pas regardé, est-ce qu'il faut le prolonger ou pas? Voilà, quelques petites questions. Merci, monsieur le rapporteur. Je vous propose de répondre à ces questions et après, nous aurons quelques orateurs supplémentaires. Merci beaucoup pour l'étendue de vos questions. Je vais essayer d'y répondre à peu près dans l'ordre. Une fois de plus, le RALF, ce n'est pas la position du rapporteur général sur tel ou tel sujet. C'est d'abord apporter des éléments de réflexion et qui doivent permettre à tous, des éléments d'information, de réflexion, qui doivent nous permettre à tous de faire évoluer la loi, même si, évidemment, j'apporte ici ou là quelques jugements personnels et qui sont contestables, évidemment. Mais mon objectif, c'est quand même d'être le plus factuel possible dans ce que j'apporte. Monsieur le Président Coquerel, vous relevez effectivement des éléments sur l'impact de l'augmentation de la réduction sur l'IR-PME. Il faudrait être plus complet, je crois, et vous retrouverez dans mon rapport plus d'éléments. Cette mesure transitoire a été accompagnée d'une hausse de 15% des fonds investis dans les PME. Donc l'objectif a été atteint. Alors après, on peut toujours discuter du rendement, est-ce que c'était suffisant, est-ce qu'on en attendait plus, mais il y a, et c'était l'objectif de ce nouveau plafond, c'était vraiment de faciliter l'investissement dans les PME. Le rapport du gouvernement nous permettra d'affiner notre réflexion. Il est attendu et je crois que vous et moi, on fera tout pour qu'il soit rendu dans les délais. Il reste encore quelques jours au gouvernement. Sur votre deuxième question sur la contribution de la rente inframarginale, beaucoup d'entre vous sont revenus là-dessus. Je vais peut-être avoir une réponse un peu plus globale. Il
Il faut se souvenir que le prix de l'électricité était aux alentours de 1 000 € au mois d'août, le pic, hein, au moment où se sont fait les projections. Il a commencé à baisser à ce moment-là. Et il est aujourd'hui, je ne voudrais pas dire de bêtises, en dessous de 100 €. Et franchement, c'est une bonne nouvelle que cette contribution ait rapporté bien moins que ce qui était prévu. Ça veut dire que le prix a baissé. Donc, pour notre pays, c'est une bonne nouvelle. Pour les consommateurs, c'est une bonne nouvelle. Donc, là, si vous voulez, c'est pas illogique que les projections et le constaté soient extrêmement différents. Bonne nouvelle, c'est qu'on a un mécanisme de bouclier et un mécanisme de contribution exceptionnelle qui fonctionne de manière symétrique. Donc, le bouclier a coûté moins cher et la contribution a rapporté moins, même s'ils ne sont pas directement liés, mais en tous les cas, on peut constater, c'est juste l'illustration du fait que le prix de l'électricité a considérablement baissé entre le moment où nous avons porté cette loi et le moment et le constater sur la période. Sur votre sujet, là aussi, il y a beaucoup de questions et je voudrais préciser ma pensée sur la déconjugalisation. La déconjugalisation, ce serait 8 milliards de plus pour les ménages. Le crédit d'impôt ne permettrait pas, de mon point de vue, de le compenser. Ma position aujourd'hui est celle de la majorité, c'est que, je réponds à des questions d'Evassas en particulier, mais d'autres, c'est que nous portons la volonté de faire en sorte que dès ce PLF, on ait bien, au moment du prélèvement à la source, un taux qui soit par défaut adapté aux revenus des membres de la famille, les membres du couple. Donc ça, c'est une mesure qui va redonner du pouvoir d'achat. Alors, c'est un jeu à somme nulle, évidemment, au sein du couple, mais à la personne qui a les revenus les plus faibles, qui est souvent la femme. Donc je pense que c'est une mesure plus de justice. Après, les autres pistes que j'ouvre, je les ouvre pour la réflexion. Je ne les soutiens pas à ce stade, je les ouvre simplement pour la réflexion. Donc il n'y a pas, je crois que c'est Mme Louwagie qui posait la question, je n'ai pas la volonté aujourd'hui de baisser le quotient conjugal. En tous les cas, ce n'est pas mon objectif. Je faisais juste un certain nombre de rappels par rapport à ça. Monsieur le Président, toujours sur le développement du budget vert, et moi j'adorerais quand même que sur ce sujet, il y a un consensus. Je vois bien qu'il y a des réserves, mais c'est une avancée. Dans le questionnaire que j'ai envoyé, j'ai fait un certain nombre de propositions qui sont dans le RALF. On aura un budget vert qui va se préciser. Il y a un certain nombre de dépenses aujourd'hui qui ne sont pas dans le scope, qui vont venir soit en fonction de ce qu'on appelle le prorata, donc qui permet de mesurer au sein d'une dépense les différentes, enfin les dépenses qui sont vertes et celles qui ne le sont pas, ou en subdivisant, en augmentant la granularité de ce travail, d'avoir là aussi une vision plus fine et plus complète. Donc on va vers plus d'exhaustivité des dépenses suivies par notre gouvernement sur les dépenses de l'État. On va vers une extension vers les collectivités territoriales qui ne peut se faire, et là je voudrais être très clair, qu'avec eux. Évidemment, sur la définition, sur le timing, est-ce qu'il faut commencer par les communes les plus importantes dans un premier temps? Alors, c'est des sujets qui seront abordés dans cette loi de finances. Il faut l'étendre aussi aux collectivités. Je vous rappelle quand même que les collectivités, c'est 2/3 des investissements. Hein. Donc, si on met le doigt quand même sur on augmente notre visibilité sur les dépenses, la nature des dépenses des collectivités, on va accroître notre pilotage. Donc, il y a une... et pour répondre par avance, je crois, à la question d'Evassas sur les dépenses brunes. Je ne sais pas s'il y a un abandon de la taxe sur la taxe dite Chirac. On va voir, et les débats parlementaires, enfin, l'augmentation, je ne parle pas de l'abandon de la taxe telle qu'elle est aujourd'hui, mais il a été évalué à un moment donné. Il se trouve que la taxe qui est prévue sur les infrastructures devrait intégrer également les aéroports, qui, de ce point de vue-là, vont le répercuter sur les compagnies aériennes. Donc là aussi, ça demande un travail.
saute pas sur la conclusion. Je dis simplement, c'est que ce travail va pénaliser le transport aérien, donc va augmenter la taxation sur le transport aérien. Ma position personnelle, si vous voulez la connaître, c'est qu'il faut aller vers le verdissement, mais attention à ne pas pénaliser le transport aérien, qui est absolument vital pour le développement économique de notre pays. Donc, il faut, non mais je veux dire, on ne peut pas le nier non plus. Donc il faut trouver le juste équilibre entre le signal prix, le signal envoyé pour le verdissement, mais ça passe aussi en particulier pour l'aviation, vous le savez, parce qu'ils peuvent pas, il n'y a pas aujourd'hui d'alternative crédible, ça passe beaucoup par les investissements que nous soutenons dans le cadre de la France 2030 pour le verdissement de l'aviation. Donc oui, Monsieur le Président, il faut aller plus loin. Je pense que c'est un sujet que nous devons absolument porter collectivement. Sur les concours financiers de l'État, c'est pas l'objet du rapport, mais il y a beaucoup de recettes des collectivités territoriales qui sont indexées sur l'inflation. Et moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'on ne peut pas regarder les recettes et les dépenses des collectivités. D'abord, il faut regarder et les recettes et les dépenses. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais on ne peut pas individualiser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à chaque fois rentrer dans un débat au cours de chaque PLF en disant « Attendez, cette recette, elle est en train de se casser la figure, donc il faut la compenser ». Non, je crois qu'il faut avoir une vision globale. Et d'ailleurs, le filet tel qu'il a été conçu pour 2023 avait une vision globale. On ramène à la capacité d'autofinancement, donc qui est le solde entre les recettes et les dépenses. Parce que si on commence à détricoter et à prendre... il y a toujours des recettes qui baissent pour les collectivités territoriales, où il y a toujours des dépenses qui augmentent de manière plus importante. Je crois qu'il faut regarder le panier global des collectivités territoriales et continuer dans notre soutien auprès des collectivités qui en ont le plus besoin. Je pense en particulier aux collectivités d'outre-mer. Enfin, vous m'avez posé une question sur le barème de l'IR et sur son indexation. Il y a eu plusieurs sujets. Moi, je pense que c'est une bonne mesure. Est-ce qu'il faut indexer différemment, comme le propose en particulier notre collègue Lecamp? Je n'en suis pas certain. Je pense que ça fait partie des discussions qu'on va avoir dans le cadre de ce budget. Je vous rappelle quand même que les tranches marginales d'imposition en France est de 45% plus 4%. Donc c'est quand même un taux marginal qui est quand même très, très important. Attention de ne pas étendre de manière trop importante les concitoyens qui sont sujets à cette imposition. Monsieur Lefebvre, vous m'avez posé un certain nombre de questions. Je vous en remercie. Alors sur... Mathieu... Sur les questions sur le prélèvement à la source, ça a été vous avez posé la question, donc votre soutien au taux dans le cadre du prélèvement à la source. Moi, je suis aussi assez d'accord avec notre collègue Lecamp sur sa seconde proposition qui consistait là aussi sur les plus-values, sur la pourquoi ne pas payer directement à la source. Ça permet de lutter contre la fraude et il y a c'est contemporain. Enfin, il y a quand même beaucoup de vertus. Donc, je pense que c'est une bonne piste. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se heurte à une certaine incompréhension sur la faisabilité de ce que ça pourrait être fait. Sur le PCH APA, la réforme n'est pas abandonnée, mais retardée en raison de difficultés qui sont aujourd'hui remontées par les URSSAF. Donc, je pense que c'est un travail qu'il faut continuer avec eux. Sur le barème de l'IR, la question se pose. Eu égard aux discussions qu'on a sur la taxe foncière et l'indexation automatique, je suis un peu inquiet de m'engager sur une taxation automatique. On voit bien que dans certaines circonstances, on pourrait être amené peut-être à le regretter. Donc, pourquoi pas, mais la question est ouverte. Mais attention aux conséquences. Heures supplémentaires, il est trop tôt pour mesurer l'impact. Je pense que c'est une bonne mesure qui redonne du pouvoir d'achat aux Français qui travaillent. C'est trop tôt aujourd'hui pour mesurer, mais dès que j'aurai ces éléments, je vous les communiquerai. Sur l'impact de la crise sur l'APO, c'est de l'ordre de 0,15%. C'est quand même très important. Hein. Donc 0,2 points, c'est quand même important. Et le pic de prélèvement obligatoire que nous avons en 2022... en 2023, du coup, je suis perdu. En 2023, le pic que nous avons en 2023 est en partie lié à ça.
prélèvements obligatoires vont baisser de plus d'1 point entre 2023 et 2024, comme ça a été présenté dans la trajectoire la semaine dernière. Enfin, sur le bilan d'expérimentation du Coluche à 1 000 € lors de la crise sanitaire, dans mon rapport, je pose les faits. Les dons Coluche ont augmenté depuis 2020, année au cours de laquelle nous avons relevé le plafond de l'avantage fiscal jusqu'à 1 000 €. Donc oui, ça a augmenté de manière significative. Quelle est la corrélation, quel niveau de corrélation entre les deux? C'est évidemment un petit peu délicat. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce qu'il y avait eu une baisse en 2020 des dons? Est-ce qu'il y a eu un effet de substitution avec d'autres? C'est un petit peu difficile de le dire tant que le rapport du gouvernement reste ouvert. Il n'y a pas de réponse définitive. Mais je suis aussi, moi, favorable peut-être à ce qu'on prolonge dans le temps ce sujet. Monsieur Tanguy, le seuil de 1 400 €, je ne sais pas, de 14 000 €, pardon, je ne sais pas pourquoi il a été choisi. Il permet d'inclure à peu près 4 déciles de population. Donc c'est vrai que ça exclut une partie de la classe moyenne, comme on dit. Moi, je suis, comme vous, très attentif à l'accompagnement qui doit être fait sur le passage de ZFE. Je crois qu'il ne faut pas renoncer. Je vois bien les positions d'un certain nombre de personnalités politiques qui voudraient faire reculer sur le ZAN, qui voudraient nous faire reculer sur les ZFE. Je ne crois pas. Je crois qu'il faut l'accompagner, il faut peut-être assouplir les critères, augmenter les mesures d'accompagnement, mais peut-être faut-il augmenter ce seuil de 14 000 €, mais je ne pense pas qu'il faille revenir en arrière. Les seuils des différents seuils décrits, alors il y a un encadrement européen qui explique ça, et la définition tient compte des conditions normales de rentabilité de chaque technologie en maintenant une marge raisonnable. Donc ça tient compte effectivement du rendement de chacune de ces technologies. Et pour répondre là aussi à une question, je crois, d'Eva Sass, ça ne touche pas que les énergies renouvelables, ça touche aussi en particulier le nucléaire, qui n'est pas une énergie renouvelable. Je le précise, nous avons un accord sur ce point. J'espère avoir clarifié, Monsieur Tanguy, le point sur le quotient conjugal, donc je ne souhaite pas le bouger. Et sur les collectivités territoriales, je partage à 200% votre point de vue. Je pense qu'il y a aujourd'hui une grande confusion entre les responsabilités des collectivités territoriales et l'alignement des recettes dont on dispose. L'exemple le plus criant, c'est les départements, par exemple. Il y a vraiment là, on est carrément même dans un effet contracyclique de l'un sur l'autre, avec des années où ça se passe très bien, avec un effet ciseau très positif, des années où ça se passe très mal, avec un effet ciseau très négatif. Ça va au-delà, je crois, de la mauvaise connaissance aussi que peuvent avoir nos concitoyens sur la responsabilité différente. Donc c'est un travail de remise à plat. Ça n'est pas qu'un sujet, ça n'est pas d'un sujet fiscal. Peut-être plus rapidement, puisque j'ai abordé beaucoup des sujets, chers collègues, Louwagie, je crois avoir expliqué les écarts constatés sur le rendement de la crise. Sur le quotient conjugal, je vous ai apporté des éléments factuels, mais je n'ai surtout pas pris de position. En tous les cas, je vous ai dit ma position à moi, c'était aujourd'hui donc sur le taux à la source, point final, mais j'ai apporté des éléments de réflexion pour le reste. Sur le budget vert et les collectivités territoriales, comme sur tous ces sujets de transition écologique, moi j'essaie d'avoir une position assez constante, c'est-à-dire que je ne nie jamais les impacts. Et moi je veux bien qu'on soit dans une position volontariste où on n'en fait jamais assez, il faudrait instantanément que toutes les voitures soient électriques, instantanément qu'il n'y ait plus d'avions, instantanément, etc., etc. Je ne crois pas à ces injonctions. Je pense qu'il faut dans cette transition écologique, aller le plus vite possible, qu'il y a une vraie urgence, mais qu'il faut tenir compte de la réalité. Donc il faut en particulier tenir compte de la capacité qu'ont les collectivités territoriales à faire ces évolutions, tenir compte du fait que les collectivités territoriales ont des routes à maintenir, et ça, ce ne sera jamais vert, si vous voulez, donc il faut leur maintenir. Donc il ne faudrait surtout pas aller vers une décile 100% verte ou une DETR 100% verte. Donc il faut une quote-part, discuter avec elles, mais il ne faut pas aller... Bon. Qu'elles aient un budget vert, ce n'est pas une contrainte, c'est simplement la capacité qu'on a à coter, à parler le même langage et à suivre. C'est comme aujourd'hui le budget vert de l'État,
il n'apporte pas de contraintes particulières. Et filet de sécurité, on en a parlé. Je crois qu'il faut regarder l'intégralité du panier, en particulier ce qui se passe sur la TVA. Pascal Lecamp, je pense avoir répondu à vos deux questions, mais je suis assez d'accord pour enrichir le pass. Donc c'est un thème qu'on doit pousser. Monsieur Boulou, pour répondre à votre question, l'excellent Monsieur Boulou, je n'en doute pas, le rendement annoncé sur la part raffineur / distribution est toujours annoncé entre 100 et 200 millions d'euros, comme ça avait été prévu sur cette composante-là de la CRI. Je vous ai dit que j'étais plutôt favorable au prolongement en 2024, mais enfin, il faut faire attention. D'abord, on n'a plus de cadre européen, donc nécessairement, ça va poser une question juridique qu'il va falloir accompagner. Et attention non plus à ne pas défavoriser les énergies renouvelables. Donc, il faut quand même qu'on réfléchisse collectivement. Question conjugale, je pense avoir perdu. Je voudrais vous rassurer sur la Tiruette. C'est une question qui a été posée par un certain nombre d'acteurs qui considèrent effectivement que notre objectif est trop ambitieux. Je ne crois pas. Donc, je pense qu'il faut continuer à augmenter cet objectif comme nous le faisons et à durcir les pénalités si nécessaire quand ces objectifs ne sont pas atteints. Vous aurez mon soutien là-dessus pour peu que ce soit progressif et prévisible, évidemment. Lise Magnier, je ne saurais que souscrire à ce que vous dites. Donc, nous avons dans la loi de programmation, et j'espère que nous la voterons, des règles contraignantes sur la durée des mesures fiscales, sur le fait si elles ne sont pas évaluées, elles ne peuvent pas être reconduites. C'est vraiment une hygiène, j'utilise ce mot à dessein, c'est une hygiène dans le mode de notre fonctionnement, mode de fonctionnement de notre démocratie et de nos dépenses fiscales. Donc il faut vraiment s'astreindre à cette discipline. Sur le filet, je n'ai pas d'éléments supplémentaires que ceux que je vous ai donnés, c'est-à-dire qu'effectivement, alors est-ce que les collectivités territoriales sont dit, je me fais un peu de trésorerie, donc je touche la compte et puis on verra bien après? C'est pas impossible, et j'allais dire c'est de bonne guerre, et c'est pas. Est-ce qu'elles ont été plutôt pessimistes? Ça, c'est pas impossible, parce que on voit quand même que quand vous encaissez le choc, quand vous voyez votre facture d'électricité, il y a des élus, je rencontre comme vous beaucoup, qui disent oula, cette année ça va être très difficile, je vais avoir un problème, c'était pas prévu dans mon budget initial, etc., etc. Et donc qui ont considéré que elle toucherait ça, et puis après qui se sont rendus compte que en fait c'était pas si mal que ça. On sait que l'année 2022, pour la majorité des collectivités territoriales, a plutôt été une année correcte. Dispositif Coluche, je pense vous avoir répondu. Eva Sass, je vous ai répondu donc sur le nucléaire, le taux individualisé également, l'évolution du quotient conjugal. C'est un sujet que vous portez, et je veux dire aujourd'hui, donner quelques éléments, mais pas nécessairement notre position à ce stade. Et sur le budget vert, on en a répondu. Sur la taxation de l'aviation, je vous ai aussi répondu. Je ne sais pas que je sois fondamentalement contre augmenter ce niveau de taxation, pour tout vous dire, mais attention de trouver le bon équilibre par rapport à ça. Monsieur De Courson, sur les questions que vous posez, je suis moi aussi très malheureux mais ça sert à ça, le RALF, à montrer que 9 mois après, on n'a pas le décret sur le 10. Ce que j'ai dit simplement, ce que j'ai obtenu de l'administration, mais c'est la moindre des choses, c'est que quand le décret sera disponible, évidemment, il s'appliquera à partir du début de l'année 2023. Donc, il y aura un effet rétroactif. C'est dans ça que je précisais que ça s'applique, mais le décret n'est pas sorti. Ça veut dire que quand le décret sera sorti, il y aura un remboursement pour les achats précédents. Réponse lacunaire. Je faisais un petit clin d'œil tout à l'heure au travail. Je sais votre implication là-dessus, votre volonté d'ailleurs toujours de faire évoluer ce dispositif. J'ai pas de réponse, par exemple, sur le format et le calendrier des échanges avec les différents lobbies, on peut les appeler comme ça sur ce sujet-là. J'ai pas eu de réponse là-dessus. J'ai pas eu de réponse non plus sur le fonctionnement des mécanismes
analogue dans les pays comparables. J'aurais aimé savoir un petit peu ce qui se passait dans d'autres pays européens. Je n'ai pas eu ce type de réponse. Donc je ne lâcherai pas et je reviendrai vers vous quand j'aurai les réponses. Quotient conjugal, j'y ai répondu. Sur l'indexation, je ne suis pas sûr de bien comprendre que de l'impôt sur le revenu. Les revenus, vous savez, c'est les revenus de l'année précédente. Donc c'est logique que ce soit l'inflation de l'année précédente. Donc il y a une superposition entre la contemporanéité des revenus et l'index qui est utilisé. Et donc, l'indexation se fait l'indexation qui se fait dans le PLF 2023, pour reprendre votre exemple, s'applique évidemment sur les impôts qui vont être payés en 2023, mais correspond à l'inflation de 2022. C'est assez logique puisque c'est bien ce qu'on mesure. Même s'il y a des avances, c'est de toute façon les impôts de l'année précédente qui sont pris. Le CRI se termine cette année, effectivement. Il y a une réflexion collective. L'avis des uns et des autres m'intéresse. Faut-il le prolonger? Moi, j'y suis a priori plutôt favorable. J'étais un peu long. Je vous remercie, Monsieur le Président. Non, ça a été précis. Merci. J'ai 5 inscrits. Fabien Di Filippo, Charles Senstoul, Michel Castellani, Marie-Christine Dalloz, Emmanuel Lacresse par ordre d'apparition. Est-ce qu'il y a d'autres inscrits? Une fois. 2 fois. Oui, exactement. 3 fois. Bien, Fabien Di Filippo pour 1 minute. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général. J'ai bien suivi avec attention votre exposé très précis. Par contre, je suis coutumier du fait, mais j'aimerais remettre en cause le fait que quand on parle des collectivités, on parle des collectivités au sens large. Vous avez une hétérogénéité de situation aujourd'hui en fonction des collectivités dont on parle. Je mettrai d'un côté les communes et les départements qui ont certaines contraintes sur les dépenses sociales, l'inflation, qui sont extrêmement fortes, et d'un autre côté celles qui ont des ressources économiques plus dynamiques comme les Comcom ou la région, en développant les raisonnements que vous avez développés sur l'évolution d'un certain nombre de taxes, sur la réduction des leviers financiers, vous mettez davantage en cause les échelons qui aujourd'hui sont les plus fragilisés. Donc voilà l'observation que je voulais faire et les sujets sur lesquels je voulais attirer votre attention. Merci. Charles Senstoul. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général. À l'occasion de ces discussions sur l'ensemble de nos taxes, je voulais revenir sur la taxe d'habitation. Il est toujours bon de rappeler que c'est notre majorité qui a supprimé cette taxe et redonné en moyenne 600 €, si ce n'est plus, de pouvoir d'achat à chaque Français par ce fait. C'était une baisse d'impôts immédiate, tangible pour les Français, après les hausses d'impôts massives, notamment du quinquennat de François Hollande. S'agissant de la taxe d'habitation, depuis le 1er janvier 2023, celle sur la résidence principale est désormais supprimée totalement pour l'ensemble des contribuables et elle est maintenue sur les résidences secondaires, jointe à une nouvelle obligation de déclaration d'occupation qui devait être effectuée au 31 juillet 2023. Savez-vous comment cette campagne de déclaration s'est passée? Est-ce que la Direction générale des finances publiques est satisfaite? Merci. Michel Castellani. Oui, merci, Président. Merci aussi pour Monsieur le rapporteur pour vos réflexions. Moi, j'aimerais revenir une seconde sur les relations complexes entre les collectivités et l'État, et notamment sur les remarques du rapporteur à propos de la limitation des aides exceptionnelles aux collectivités. Moi, je voudrais faire remarquer que les hausses de recettes ne proviennent pas uniquement du jeu de l'inflation, mais également de décisions politiques, quelquefois difficiles, et notamment l'augmentation de la pression fiscale. Nous savons tous le rôle énorme que jouent les collectivités en termes d'investissement, de soutien à la vie économique, sociale, culturelle, en termes d'équipement. Voilà, il y a 2 plateaux de balance. Il y a ce que coûtent, entre guillemets, les collectivités, et puis aussi ce qu'elles rapportent. Vous entendez encadrer la part de TVA transférée. En toute hypothèse, il faudra s'assurer que les dépenses que le transfert compense soient couvertes de manière pérenne, je dirais. Voilà. Et puis plus largement, pour terminer, je dirais que nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de nous prononcer pour une clarification des relations, pas seulement financières d'ailleurs, entre l'État et les collectivités, et sur le renforcement des compétences de ces dernières. Merci. Merci. Marie-Christine Dalloz. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur général. Moi, j'ai 2 questions sur le budget vert. Alors, moi, je pense que comme certains de mes collègues, on assiste aux commissions DETR. Alors maintenant, dans la DETR, le préfet met du vert, la DSIL, on met du vert, et il y a en plus le fonds vert. On va bientôt n'avoir que des politiques de l'État à destination des collectivités territoriales avec du vert.
est-ce que là aussi, on n'est pas en train de mettre à mal la libre administration et l'autonomie de nos collectivités locales et territoriales? Et puis sur la taxation des terrains nus rendus constructibles dans la perspective du ZAN. Vous m'autoriserez à être sceptique par rapport à l'effet sur les constructions, d'une part, mais d'autre part, là encore, c'est une taxe locale qui est facultative. L'État dit, dans vos pistes que vous préconisez, vous pourriez la reprendre au niveau national, à la réaffecter. Vous savez, quand on court après 2 lièvres, quand il y a 2 objectifs, à la fois limiter la construction et à la fois aider les jeunes agriculteurs, en général, on réussit ni l'un ni l'autre des objectifs envisagés. Donc, revoyez cette position. Merci. Enfin, Emmanuel Lacresse. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général, la contribution sur la rente inframarginale était justifiée par la crise énergétique à laquelle l'Europe a répondu en réorientant ses approvisionnements de gaz. Mais vos rapporteurs spéciaux sur le programme 345 ont montré que nous avions réduit à 0 le soutien aux énergies renouvelables, puisque le mécanisme de garantie des cours a été désactivé par la montée des prix de gros de l'énergie. Donc à ce même moment, le mécanisme de contribution a pu peser sur les producteurs d'énergie qui intervenaient justement lorsqu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité, et ça se produira de plus en plus au fur et à mesure qu'on aura une montée en puissance des usages d'électricité et que le système énergétique aura de la peine à suivre. Donc je pense qu'il faut plutôt soutenir que taxer les productions qui flexibiliseront à l'avenir le système énergétique, ceux qui sont liés au gaz et surtout à l'éolien terrestre. Alors je partage pour ces raisons, Monsieur le rapporteur général, les propos que vous avez tenus sur l'aviation, qui est un moyen de transport indispensable. Il faut plutôt prévoir, en cas de taxation, d'aider les plateformes aéroportuaires qui aideront les gaz, les carburants du futur, plutôt que et les prendre en compte en cas de taxation. Merci. Merci, Monsieur le rapporteur, pour vos réponses. Oui, merci beaucoup. Question courte, réponse courte. Monsieur Di Filippo, je suis d'accord avec vous. Je ne peux pas le dire plus clairement. Il y a une très grande hétérogénéité au niveau des collectivités. D'abord, entre les niveaux de collectivités territoriales, les finances des régions, des communes, des départements n'ont rien à voir entre elles. Et il y a au sein de chacun de ces niveaux de collectivité des écarts extrêmement importants entre ce qu'on constate aujourd'hui dans une métropole, ce qu'on constate aujourd'hui dans les communes rurales, ce qu'on constate en outre-mer, ce qu'on constate, etc. Donc, bien évidemment, et c'est la raison pour laquelle je suis pour le ciblage. Parce que si on fait des mesures générales, on verse de l'argent à des collectivités qui n'en ont pas nécessairement besoin, on en verse moins aux collectivités qui en ont vraiment besoin. Donc moi, je suis pour le ciblage, et je reconnais bien volontiers, comme vous, qu'il y a une très forte hétérogénéité. Monsieur Sildenstuhl, Charles, je n'ai pas la réponse. Merci sur ce rappel sur la tâche. Je vous répondrai le plus rapidement possible, mais je n'ai pas la réponse aujourd'hui à votre question. Monsieur Castellani, je n'ai pas... il n'est pas prévu d'encadrer la TVA. La TVA transférée aux collectivités territoriales est dynamique par définition. Hein. Donc, elle va apporter la même dynamique que la TVA auprès de l'État. Donc, elle bénéficie en particulier de l'inflation. Parce que je sais que c'est un sujet aujourd'hui qui attise beaucoup de commentaires. Madame Dalloz, je suis en ligne avec vous sur le. Il ne faut pas aller trop loin, je vous l'ai dit, précisé tout à l'heure. Donc, il y aura, je crois que c'est un plancher sur la DSIL et sur la DETR qui est prévu. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation, hein, ni sur la DSIL ni sur la DETR. En tout cas, mais les préfets. Donc, je suis d'accord sur le fait que, attention, j'ai parlé tout à l'heure d'un certain nombre de dépenses qui n'ont rien à voir avec les dépenses vertes, les collectivités territoriales, et quand elles doivent construire un gymnase, elles doivent construire un gymnase. Quand elles doivent construire une salle des fêtes, elles doivent construire une salle des fêtes. Bon, donc on ne peut pas, évidemment, tout sur la taxation des terrains nus. Je suis assez d'accord sur les remarques que vous faites. C'est la question qu'il faut se poser. Ce serait la suppression d'une taxe locale, ce qui n'est jamais souhaitable dans le cadre de l'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales. Il y a effectivement plusieurs objectifs. L'un, mon rapport, si vous avez pu le survoler, est clair. Justement, il y a aujourd'hui deux taxes qui sont contradictoires. Donc je pense qu'il y a une réflexion à avoir
pour choisir entre le maire bâtisseur et la réunification des zones constructibles, donc, et l'objectif de ZAN. Donc il faut pondérer un petit peu les deux. Monsieur Lacresse, je partage votre avis évidemment sur l'aviation, et je crois qu'il faut rester très vigilant et ne pas céder à une démagogie ambiante sur le sujet. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. En l'application de l'article 145 du règlement, j'interroge la commission sur l'autorisation de publication du rapport d'information. Il n'y a pas d'opposition. Il en est ainsi décidé. On se retrouve lundi prochain, 25 septembre, à 14h30, pour auditionner Pierre Moscovici sur l'avis du HCFP émis sur les nouvelles prévisions associées par le gouvernement au projet de loi de programmation des finances publiques, avant d'examiner à 16h ce projet de loi en nouvelle lecture en présence du ministre Thomas Cazenave. Tiens, je te passe ça. C'est une note que j'ai demandé à Adrien sur la LPFP, les obligations de Bruxelles, le plus factuel possible.